l'histoire de l'Andra commence bien avant sa création. En France, les premiers déchets radioactifs sont produits dans les années 30, en particulier par les hôpitaux qui utilisaient des sources de radium pour soigner le cancer. Avec la création du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, après la Seconde Guerre mondiale, les centres de recherche nucléaire commencent à générer des déchets radioactifs en quantité plus importante. Il n'y avait pas de stockage organisé. Ce n'était pas une préoccupation majeure, mais il y avait déjà des règles. La première était de conditionner les déchets de manière sûre, et la seconde de les entreposer sur les sites du CEA, en attendant la suite des événements. Mais dans les années 50 et 60, avec l'apparition des premières centrales électronucléaires, le développement de la recherche et la fabrication des armes atomiques, les déchets radioactifs s'accumulent. Pour s'en débarrasser, la France participe en 1967 et en 1969, à titre expérimental, à 2 campagnes internationales d'immersion. Puis, on renonce à cette pratique jugée peu satisfaisante. Entre-temps, le CEA s'était mis en quête d'un lieu approprié pour développer un centre de stockage. Compte tenu des difficultés qu'il rencontre dans ses premiers contacts avec les populations, c'est tout à côté de son usine de retraitement de combustible de La Hague qu'il décide d'implanter un premier centre pour y stocker les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. C'est le centre de la Manche. Il ouvre ses portes en janvier 1969. En 1974, en raison du choc pétrolier qui a suivi la guerre du Kippour, la France décide de se doter d'une très importante industrie nucléaire, comprenant plusieurs dizaines de centrales, ainsi que des unités pour recycler le combustible usé. La mise en route de ce vaste programme allait avoir pour conséquence d'augmenter fortement le volume de toutes les catégories de déchets radioactifs. Celui des déchets de haute activité et à vie longue, issus du recyclage des combustibles usés, ainsi que celui des déchets de faible et moyenne activité à vie courte, qui, eux, pouvaient être stockés en surface, comme au centre de la Manche. Pour faire face à cette situation, le gouvernement demande au CEA de créer en son sein un organisme qui prendra sous sa responsabilité directe la gestion de tous ces déchets. C'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. On est en 1979. La première mission assignée à l'ANDRA est de développer le système de stockage en surface des déchets de faible et moyenne activité. L'agence commence par reprendre en main le centre de stockage de la Manche. Elle pose rapidement quelques règles fondamentales pour sécuriser et rationaliser le stockage. Par exemple, les déchets doivent désormais être conditionnés dans des colis normalisés. Et l'agence construit un système de collecte pour contrôler et maîtriser les eaux sortant du stockage, ce qui permettra de surveiller l'impact du centre sur son environnement. Par la suite, l'ANDRA perfectionnera la technique du stockage jusqu'à définir en 1984 le système multibarrière. À cette même époque, l'agence, forte des nouvelles techniques qu'elle vient de développer, entreprend la recherche d'un site pour un nouveau centre de stockage qui prendra la relève de celui de la Manche. En 1987, l'agence annonce que ce nouveau centre sera implanté dans l'Aube, près du village de Soulaine-d'Huy. Alors à Soulaine, on a eu des difficultés, il ne faut pas se cacher les choses, mais quand même, d'abord on est arrivé avec un projet technique extrêmement précis, extrêmement clair, facile à expliquer aux populations. Ça, c'était fondamental. Et puis, la confiance s'est instaurée. Les déchets de haute activité et à vie longue, issus du recyclage, sont depuis la fin des années 60 entreposés sur place, dans les usines de La Hague et de Marcoule, dans l'attente d'une solution définitive. Étant donné l'importance du programme nucléaire lancé en 1974, il va falloir maintenant leur trouver un stockage approprié. En théorie, la solution est connue. La communauté scientifique internationale, après avoir étudié nombre de possibilités, s'était entendue dès les années 60 sur le fait que seules des formations géologiques profondes, stables depuis des millions d'années, étaient susceptibles de confiner efficacement ces déchets pour les durées nécessaires.
restait à trouver la roche adéquate et à prouver ses qualités de confinement. Dans cette perspective, l'ANDRA entreprend en 1982 de collaborer avec des pays qui étudient déjà en profondeur les qualités de diverses roches en vue d'un stockage souterrain. À Mol, en Belgique, on examinait le comportement et les qualités de l'argile. À Hasse, en Allemagne, des études semblables étaient menées dans une ancienne mine de sel. Et à Grimsel, en Suisse, dans du granit. L'ANDRA devait maintenant construire en France ce même genre de laboratoire souterrain, afin d'y étudier la faisabilité d'un stockage en profondeur. Mais elle allait pendant 3 ans rencontrer de graves difficultés. En 1987, après des études documentaires, l'ANDRA envoie ses géologues sur 4 sites dont la géologie est a priori favorable pour y installer des laboratoires souterrains. Le granit dans les Deux-Sèvres, les ardoises dans le Maine-et-Loire, les formations salines dans l'Ain et les argiles dans l'Aisne. Nous avions 4 sites à l'étude, un dans l'argile qui était dans l'Aisne, sur lequel, après quelques difficultés initiales, nous avons réussi quand même à faire les travaux de géologie sismique pour dessiner la couche profonde. Et assez vite, nous avons pu trouver un terrain sur lequel faire un forage. Et ce forage s'est passé dans de bonnes conditions, en accueillant les gens pour voir ce qui se passait et réaliser les travaux. Sur les autres sites, granit et ardoise, c'était plus difficile. À la une de la presse locale dans le Maine-et-Loire, il est indiqué qu'il y a une poubelle nucléaire qui va s'installer. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et nous, quand on arrive le lendemain et les jours suivants, on explique que ça va être. Ils me disent, mais, attends, mais ça va pas. Vous y pensez pas. C'est impossible. Ils prennent peur tout de suite pour leur économie locale. Ils prennent peur parce qu'on leur dit qu'on va mettre des déchets en profondeur dans leur sol. On n'apportait pas des réponses suffisamment claires et sûres avec notre projet de laboratoire qui, s'il était bon, devenait un stockage. On commence à faire un petit peu de prospection géophysique, mais immédiatement, les paysans viennent et nous empêchent de faire. Ils ont des CBI et ils se réunissent tout de suite à 20, 30, 50, 100 personnes qui empêchent les techniciens de travailler. Donc, comme on n'y arrive pas, et là on est dans les premières semaines d'arrivée sur place, eh bien on fait de la géophysique par hélicoptère. On survole la campagne en hélicoptère, ça les énerve énormément. Les hélicoptères doivent se poser pour ravitailler, nos bureaux sont saccagés. Au bout de 3 ans, devant l'ampleur de la protestation, le Premier ministre, Michel Rocard, désireux de sortir de l'impasse un dossier très important pour le développement de l'industrie nucléaire, décrète un moratoire d'1 an sur l'ensemble des projets de laboratoires souterrains. Le gouvernement a décrété un moratoire, c'est-à-dire a décidé qu'il fallait prendre le temps de la réflexion. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a confié la mission dont j'ai été le responsable à l'Assemblée nationale. En décembre 1991, l'Assemblée nationale vote une loi qui donne un nouveau statut à l'ANDRA, la rendant indépendante du CEA. Les déchets nucléaires provoquent une inquiétude plus vive. Cette loi encadre de manière précise l'étude de faisabilité du stockage en profondeur. L'agence dispose de 15 ans pour réaliser cette étude. Ma mission porte sur les déchets à haute activité, c'est-à-dire... Après avoir été rapporteur de la loi, Christian Bataille est chargé d'une mission de médiation consistant à rechercher des collectivités locales volontaires pour accueillir sur leur territoire un laboratoire souterrain. 4 départements sont finalement choisis. La Vienne, la Haute-Marne, la Meuse et le Gard, et dans ces 4 départements, les conseils généraux ont délibéré à l'unanimité. Dans le même temps, l'ANDRA poursuit ses autres missions. En janvier 1992, le centre de l'Aube reçoit ses premiers colis. Ils sont stockés dans des cases en béton. Les règles de sûreté et les exigences de qualité édictées par l'ANDRA s'étendent maintenant sur toute la chaîne logistique, depuis le conditionnement des déchets chez le producteur jusqu'à leur transport au centre de l'Aube. Dans ce domaine, le travail de rationalisation et de sécurisation est quasiment achevé. En 1992 également, l'ANDRA commence à développer une filière spécifique pour les déchets non électronucléaires, en particulier ceux des centres hospitalo-universitaires.
Ce travail, très complexe, mettra près de 10 ans à aboutir. Enfin, au centre de stockage de la Manche, le dernier colis arrive le 30 juin 1994, après 25 ans d'exploitation. La mise en place de la couverture étanche se poursuit, en vue du passage en phase de surveillance qui aura lieu en 2003. Pour ce qui concerne la recherche d'un site pour le laboratoire, les équipes de l'ANDRA retournent sur le terrain à partir de 1994 et mènent des investigations géologiques dans les 4 départements. Par des campagnes de mesures sismiques et des forages carottés, elles étudient la couche géologique qui pourrait accueillir un laboratoire. Ce travail se fait dans des conditions très différentes de ce qui s'était passé avant le moratoire. D'abord, une loi légitime et encadre désormais l'action de l'ANDRA. D'autre part, autour des sites, les élus locaux apportent leur soutien à l'agence, par exemple en accueillant des expositions. Certes, il y a encore une certaine opposition et des manifestations. Mais le travail de l'ANDRA n'est pas entravé. Et quand l'agence organise sur ses sites des journées portes ouvertes, le public afflue. C'est un grand succès. Cette volonté de communiquer concernait toutes les activités de l'ANDRA. Par exemple, des annonces dans la presse mettaient en lumière le travail de l'inventaire national qui recensait tous les déchets radioactifs. Même ceux qui n'appartenaient pas à la filière électronucléaire et qui étaient disséminés dans le public. Des campagnes d'information montraient que l'ANDRA travaillait aussi à la dépollution de sites contaminés, comme celui de l'usine Bayard, où avait été utilisée naguère de la peinture luminescente au radium. En 1996, les projets de la Meuse et de la Haute-Marne sont réunis en un seul site situé à Bure. Et l'ANDRA dépose 3 demandes d'installation pour des laboratoires souterrains. Quand en avril 1997, un aléa politique stoppe toute décision. Dans le nouveau gouvernement de Lionel Jospin, issu de la nouvelle majorité, le projet de laboratoire ne faisait plus l'unanimité. Les recherches de l'ANDRA sur la faisabilité d'un stockage souterrain ne furent pas arrêtées pour autant, car depuis 2 ans, l'agence avait rejoint le projet suisse du Mont Terry dans le Jura, où des chercheurs profitaient de la galerie de reconnaissance d'un tunnel autoroutier pour mener des expérimentations sur une couche d'argile aux qualités proches de celles de l'argile de Bure. L'ANDRA continuait aussi à financer des recherches effectuées dans de nombreux laboratoires universitaires. En août 1998, un grand rassemblement européen antinucléaire a lieu à Bure. Ce jour-là, les maires d'une quinzaine de communes voisines installent des panneaux « Oui au labo » au fronton de leur mairie. En décembre 1998, un compromis politique est trouvé et le gouvernement annonce ses décisions. Le futur stockage doit être réversible. Le site du Gard est écarté. Le site granitique de la Vienne, jugé peu probant, est écarté, mais l'ANDRA doit continuer à étudier cette roche. Enfin, c'est le site de Meuse-Haute-Marne qui est choisi pour implanter un laboratoire souterrain. Plus de 10 ans après ses premières démarches, l'ANDRA avait désormais le feu vert pour créer un laboratoire dans l'argile. Début 2000, le laboratoire est mis en chantier. Le fonçage des puits était déjà en soi un laboratoire. On creusait quelques mètres, puis on cédait la place à des géologues qui étudiaient la roche pendant quelques heures, puis on reprenait le creusement. Malheureusement, en mai 2002, à la suite d'un accident mortel, le chantier est arrêté près d'1 an. Pour tenir ces délais, l'ANDRA réorganise son programme expérimental. Plutôt qu'une grande galerie horizontale, on décide de réaliser un forage carotté dévié qui permettra de s'assurer de l'absence de failles. On décide aussi qu'une grande partie des expériences seront mises au point au Mont Terry et refaites le moment venu dans le laboratoire de Meuse-Haute-Marne.
la Commission nationale d'évaluation accepte cette réorganisation. Puis, en avril 2003, le creusement reprend. À la même époque, l'ANDRA, à la demande du gouvernement, ouvre sur la commune de Morvilliers un centre de stockage pour les déchets de très faible activité. Ainsi était trouvée une solution au stockage de déchets issus principalement du démantèlement des installations nucléaires. Les colis de déchets y sont stockés dans des alvéoles creusés dans l'argile et protégés des intempéries par de grands toits démontables. En novembre 2004, au laboratoire, on atteint enfin à 445 mètres de profondeur la couche d'argile que l'on voulait étudier. On creuse une première galerie pour y installer aussitôt une série de dispositifs expérimentaux. Puis le fonçage se poursuit et à 490 mètres, on creuse de nouvelles galeries et d'autres expérimentations sont entreprises. Les mesures recueillies confirmèrent pleinement les résultats des recherches sur échantillons et de celles faites au Montéry. En juin 2005, l'ANDRA publie son dossier 2005. En 10 000 pages, il fait le bilan des années de recherche. Il conclut que la couche d'argile du site de Meuse-Haute-Marne est parfaitement apte à recevoir un stockage et à contenir les déchets radioactifs. Il définit aussi, autour du laboratoire, une zone dite de transposition. Une étape fondamentale vient d'être franchie pour le stockage des déchets de haute activité et à vie longue. À la même époque, le gouvernement demande à l'ANDRA de se prêter à la procédure du débat public sur le sujet de la gestion des déchets radioactifs en général, et l'agence participe à de nombreuses réunions publiques. Le débat, il a eu lieu. Ça a permis de faire remonter un certain nombre d'interrogations de la part du public. Et l'interrogation principale a été prise en compte par le Parlement. Quelle était l'interrogation principale ? Vous allez créer un centre de stockage de déchets nucléaires. Vous allez creuser là-bas à 500-600 mètres, et puis ça va durer des centaines d'années, même plus. Et qu'est-ce qui va se préoccuper en bas si ça se passe bien ou pas? Et si on trouve d'autres technologies pour soit les neutraliser, soit les isoler, soit les empêcher de migrer, ça demeurera inaccessible. Donc la question de la réversibilité est venue tout au long du débat. En juin 2006, une nouvelle loi élargit la mission de l'ANDRA. L'agence doit concevoir le stockage souterrain réversible et poursuivre la recherche d'un site à l'intérieur de la zone de transposition. Elle doit aussi rechercher un site pour les déchets de faible activité à vie longue, radifères et graphite. Enfin, deviennent des missions d'intérêt général le recensement des déchets de toutes origines, la dépollution des sites contaminés, ainsi que la prise en charge des déchets radioactifs détenus par la population. L'agence voit ainsi reconnaître ses compétences, elle qui a su tenir les objectifs qui lui avaient été fixés en 1991. Un nouvel horizon s'ouvre devant l'ANDRA. L'ANDRA vit sur un territoire. Nous devons, pendant des centaines d'années, mener des exploitations industrielles. Nous devons, pendant des centaines d'années, les surveiller. Ça nécessite que nous soyons en symbiose, en harmonie avec un territoire, celui qui nous a accueillis le premier jour. Ça mérite que l'on acquiert la confiance des populations. Il faut vivre des portes ouvertes, il faut être transparent, il faut informer, il faut savoir expliquer ce que l'on fait, dire ses difficultés, dire ses défis. Je crois, c'est la clé de la culture de l'ANDRA demain pour remplir ses missions au mieux de l'intérêt général.